Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. Les prix actuels de l'énergie impactent fortement les marges des entreprises. Avec Equans, passer d'une pression concurrentielle à un avantage compétitif retrouvé. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equans. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trendstalk. Nous allons parler aujourd'hui d'une remontada, pas la moindre. Nous allons parler aussi de voyage, de politique, et pour ça on est très heureux de recevoir Maxime Prévost. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-premier ministre pour les engagés, vous êtes ministre des Affaires étrangères, vous avez été président de ce parti. On va notamment parler de ça parce que vous êtes l'homme d'une remontada. C'est bien dit, hein? Tout à fait. Alors, la remontada, d'habitude, on pense au Barça, mais c'est vrai qu'aussi en politique, il y en a des belles, et la vôtre, elle a été fameuse, quand même. Alors, c'est chouette d'avoir écrit un livre, c'est venu d'où, ça? Mais écoutez, un peu par hasard, j'avais pas au départ l'ambition de prendre la plume, mais il s'avère qu'il y a presque 2 ans maintenant, dans la foulée de ce succès électoral inattendu, j'ai eu Dimitri Kennes, des éditions Kennes. C'est les fameuses éditions de Philippe Boxall. Exactement. Alors, lui, il parle des morts, vous parlez des renaissants. Exactement, qui est venu me trouver en disant, écoute, finalement, ça a été bluffant, parce que en l'espace de 5 ans, vous êtes parvenu à passer de la situation avec le CDH, qui en 2019 avait connu la plus grosse claque des 30 dernières années, à un des succès les plus marquants, si pas le plus marquant, des dernières décennies pour un parti centriste, et pas seulement en Belgique francophone, mais de manière générale en Europe, alors que les partis centristes sont plus à la peine, puisque souvent on dans flatte, la polarisation. Exactement, on flatte les excès, les simplismes, les populismes. Et donc, il dit, il y a quelque chose qui est assez inédit, raconte-moi les coulisses. Et donc, c'est ça, l'ambition de ce livre, c'est pas de faire un plaidoyer politique pour dire qu'on a les meilleures idées du monde en matière économique, en matière fiscale, en matière sociale. Il existe un ouvrage pour ça qui s'appelle Notre Manifeste pour une société régénérée. Là, c'est vraiment un condensé, en fait, avec de plein coulisses. d'anecdotes, d'ailleurs. Avec beaucoup d'anecdotes. Comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que j'ai connu la traversée du désert. Quand vous faites le choix de l'opposition, comme je l'ai assumé en 2019, ce qui est assez contre-intuitif pour un parti politique, surtout un parti comme le nôtre. Le vôtre qui était plutôt appelé à gouverner. Ouais. Exactement, et à l'époque, PS et Écolo nous avaient tendu la main pour faire le fameux coquelicot et rentrer avec eux au gouvernement wallon, et j'ai refusé. En disant, écoutez, à un moment donné, c'est une question de cohérence et de dignité. On ne peut pas faire une campagne électorale en disant toujours qu'on va tenir compte du signal de l'électeur, cette fameuse phrase qui est mise à toutes les sauces. Et puis à chaque fois, quand un résultat électoral tombe, chacun réinvente qu'il a finalement gagné ou moins perdu que ce qu'il n'espérait. Et comment fait-on? Alors, on consulte beaucoup. Moi, je me rappelle quand même des premiers moments. Alors, je ne sais pas si c'était des moments de solitude, mais ça s'appelait « Il fera beau demain ». Hein, ouais. D'ailleurs, tout le monde, il y en a qui souriaient un petit peu en disant, OK, ils sont dans des salles en train de discuter, là, mais consultez beaucoup, écoutez ce qui vit dans la société, comment ça se passe? Alors, je crois qu'un des éléments, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à ce succès, un des éléments, l'étape première, c'est d'avoir fait ce choix de l'opposition. Je ne pense pas qu'on aurait pu faire... Temps, quelque part. Exactement. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire une transformation de fond, pas seulement de forme, aussi importante si nous étions tous les jours le nez dans le guidon de la gestion des affaires. Donc le choix de l'opposition était important. Ça a permis un écrémage. On va se parler vrai. Ça a permis que tous ceux qui étaient à nos côtés pour des questions alimentaires, parce qu'ils avaient tel mandat, parce qu'ils espéraient telle position, finalement, ils ont commencé à partir. Hein, la fameuse expression des rats qui quittent le navire. Ah oui, vous l'avez vécu, ça, oui. Bien entendu. Et donc, on a vu que certains avaient changé de crèmerie, de dossard politique, avaient arrêté d'être à nos côtés. Et donc, il y a aussi eu le Covid, qui paradoxalement a été au départ un coup sur la cafetière assez compliqué, parce qu'on venait de lancer en trombe à Namur, il fera beau demain, cette opération justement porteuse d'espoir, comme son nom l'indique, pour pouvoir dire, mais finalement, changeons de logiciel. On pouvait très bien, suite à notre sanction électorale, penser qu'on avait toujours le meilleur programme du monde et que finalement, c'était les électeurs qui n'avaient rien compris. C'est le meilleur moyen d'être pétri de certitude dans une cabine téléphonique et un petit nombre à terme. L'objectif plutôt là était de dire, écoutez, si on est d'élection en élection sanctionné, c'est que peut-être le message que l'on porte, les idées qu'on veut incarner, ne sont plus totalement en phase avec les aspirations citoyennes. Et donc moi, je ne voulais pas être le président d'un parti qui défendait uniquement un héritage. Oui, parce que vous avez été chrétien.
quand je dis vous, le parti a été chrétien, il a été humaniste, ça avait été déjà quand même un fameux revirement, ou en tout cas une fameuse évolution. Là, vous êtes engagé. Exactement. Ce que les qui n'est pas indigné d'ailleurs, mais enfin, ça donne un peu cette connotation-là. Il y a un petit lien. Plus d'action, oui. Il y a un petit lien, je vais vous l'expliquer, parce que effectivement, moi je ne voulais pas renier ce que les démocrates chrétiens historiquement ont fait dans ce pays. Je veux dire, notre mécanique économique, les bénéfices de notre régime de bien-être et de sécurité sociale, il est aussi le fruit de l'engagement de toute une série de responsables, PSC à l'époque ou CDH, bien entendu. Mais je voulais surtout qu'on incarne un espoir, qu'on regarde demain, pas juste qu'on incarne hier. Et c'est là où il fallait remettre tout à plat, quitter notre zone de confort, remettre en cause une série de nos propres certitudes. Et le Covid nous y a aidés, parce qu'en nous plongeant finalement plus longtemps que prévu dans ce processus réflexif, on a pu aller beaucoup plus loin peut-être que ce que j'avais initialement imaginé. Et donc c'est vrai, quand il s'est agi de trouver le nom, il y en a qui ont dit, il y avait des bureaux, notamment des bureaux parisiens, qui ont même dit, vous pourriez vous appeler les hirondelles. Effectivement, je suis pas sûr qu'on aurait fait le printemps, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je dis, bon, on va changer le contenu de notre message politique. Il faut alors aussi qu'on soit crédible et donc ne plus garder les mêmes couleurs, le même dossard. Sinon, les citoyens n'auront pas le sentiment qu'on a changé. Et c'est là qu'on a fait appel à des bureaux de conseil, notamment parisiens, en disant il faut qu'on quitte un peu le microcosme belgo-belge pour avoir de l'inspiration. Franchement, ça n'a pas été très convaincant. On a eu, Humanaterra, Up, Dynamo, les hirondelles. Rien qui ne m'ait convaincu. Et finalement, les engagés, c'était proposé un peu dans un brainstorming initial fait par des sympathisants. Mais ça me parlait, parce que c'était un trait de caractère. On voulait aussi expliquer pourquoi on était engagé. Par rapport aux indignés qui sont plus dans la réaction. S'indigner, c'est parfois nécessaire, c'est parfois salvateur, mais c'est jamais suffisant. Et d'ailleurs, même quand l'écrivain et résistant Hessel a produit ce fameux livre qui avait bien marché, Indignez-vous, les gens oublient que son deuxième tome s'appelle Engagez-vous, pour ne pas juste rester effectivement indigné sur le balcon, mais de pouvoir mettre les mains dans le cambouis. Et c'est là ce que l'on veut. On veut rassembler toutes les personnes de bonne volonté qui ont envie de s'engager, pas seulement pour elles-mêmes, mais pour aussi autrui, pour un projet collectif, pour une société que nous voulons régénérer. Parce que notre modèle, il est arrivé au bout, il est épuisé. Et c'est pour ça que dans les conflits, comme notamment celui récent vécu avec les enseignants qui, soi-disant, prétendent qu'on a trahi nos engagements, mais je leur dis à toutes et tous, mais non. D'abord, beaucoup d'entre vous n'ont pas lu notre programme, et quand vous le faites, vous verrez qu'on est assez alignés. Mais surtout, on a fait campagne en disant qu'il nous fallait le courage de changer. C'est notre slogan. Peut-être certains ont-ils cru que le changement, c'était que pour les autres. Mais non, nous devons tous changer parce que notre modèle, il ne tient plus la route. C'est peut-être là que le plus dur commence, en réalité. C'est le jour où vous avez accepté, quelque part, fort du succès, on y reviendra brièvement, mais de vous retrousser les manches en disant on y va, et dans un attelage qui impose peut-être parfois des choix peut-être durs. Bien sûr, mais moi je pense que le sud du pays avait le besoin et l'envie, il l'a traduit d'ailleurs dans les urnes, d'autre chose que les politiques dominées par les socialistes comme on les a connus ces dernières décennies. Le résultat électoral, il était on ne peut plus net. Et donc on ne peut pas prôner le changement en campagne et puis refuser de le faire après. Et vous savez, pour moi, la noblesse d'un engagement politique, ce n'est pas de veiller à simplement préserver son capital électoral entre deux scrutins, et donc de surtout pas trop bousculer. Bien sûr qu'il faut réformer avec respect, il faut réformer avec écoute. L'objectif, c'est pas de renverser la table. Mais aujourd'hui, on vit dans un État, qu'il soit fédéral ou qu'il soit régional, où on dépense plus que ce qu'on a comme moyen. C'est pas tenable pour un ménage. Qui peut croire que c'est tenable pour un gouvernement ? Aujourd'hui, on est obligé d'emprunter pour payer le salaire des profs en communauté française. Et donc, si on ne prend pas des mesures pour réduire la facture, y compris au niveau de l'enseignement, demain, on n'arrivera plus à emprunter, donc on n'arrivera plus à payer des salaires. On pourrait fusionner la fédération communauté avec les régions, par exemple. Il pourrait y avoir des formules... de synergie, mais elles sont d'abord prévu dans l'accord de gouvernement que j'ai négocié avec Georges-Louis Boucher quand j'étais président des Engagés. On a notamment prévu le transfert des compétences sportives vers la région, les compétences aussi des crèches vers la région, pour avoir une cohérence d'action. Mais croire que par miracle, on va pouvoir fusionner les deux demain et que ça va tout régler, c'est faux, parce que en fait, vous allez fusionner un malade et un paralytique. Donc, à un moment donné, ça ne va pas vous faire marcher plus vite. Il faut des réformes, et il faut des réformes profondes. Vous savez, on préfère
tous jouer à Saint-Nicolas plutôt qu'être père Fouettard. On préfère tous dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais c'est pas ça qui fait l'honneur de la politique. C'est probablement parce que pendant les décennies écoulées, trop d'hommes et de femmes n'ont pas osé prendre des réformes courageuses, ont cherché à flatter leur capital électoral, qu'on se retrouve maintenant le nez dans le mur, avec l'obligation de donner un coup de braquet très fort si on veut éviter l'embarder. Alors c'est vrai que ce coup de braquet, dès lors, il secoue un peu, parce que les gens sont toujours les premiers à demander qu'il y ait des réformes, qu'il y ait du changement, mais les derniers à vouloir changer eux-mêmes. Tout le monde doit le faire aujourd'hui. On ne peut plus rester cramponné à des acquis, on ne peut plus rester cramponné à des privilèges, surtout dans un monde qui change à une vitesse incroyable, et beaucoup d'acteurs et certainement de citoyens n'ont pas encore compris qu'aujourd'hui le continent européen était celui qui était en train d'accuser le plus grand retard. On en parlerait parce que vous voyagez beaucoup et vous avez vu des choses. Et je me rends compte que les autres vont beaucoup plus vite que nous. On a un regard un peu égocentré, européen, de bien-être, en oubliant que ce que nous avons comme qualité de vie et qu'il nous faut continuer de vouloir préserver, c'est aussi quelque chose qui existe peu ailleurs dans le monde. Mais ailleurs dans le monde, ils ont compris l'importance d'innover, l'importance d'oser entreprendre, de faciliter la vie de celles et ceux qui le font, de pouvoir veiller évidemment à la cohésion sociale, parce que s'il n'y avait pas de cohésion sociale, ça sera aussi un handicap de compétitivité, mais en acceptant de ne pas juste rester enfermé dans les schémas et logiciels d'hier, parce que c'est pas ça qui va nous faire gagner demain. Quand vous voyez tous les autres continents du monde, ils l'ont compris et ils sont bien loin devant nous. Maxime Prévost, des échéances qui seront difficiles encore au fédéral aussi, avec une nouvelle échéance budgétaire. Est-ce qu'il y a encore cet élan de réforme, justement, cette capacité ensemble, en l'occurrence au fédéral à 5, de prendre le taureau par les cornes? La nécessité, elle n'a pas disparu. Et je vais même vous dire que la nécessité d'assainir nos finances, elle va encore être au rendez-vous des gouvernements qui nous succéderont pendant 10 ou 15 ans. Parce que même l'ambitieux plan que nous avons adopté jusqu'à présent, je rappelle que ce gouvernement Arizona, depuis qu'il est là, depuis 1 an et demi, il a pris 32 milliards d'économies structurelles. C'est l'effort d'assainissement le plus conséquent des 50 dernières années. Et pourtant, ce n'est pas suffisant. Et pourtant, les agences de notation tirent la sonnette d'alarme. L'Europe nous demande d'aller plus loin. Parce que même ce que nous avons décidé, ça nous permet de contenir un peu le dérapage du déficit, l'explosion de l'endettement, mais ça ne nous ramène toujours pas dans la norme des 3% de déficit. Certains disent on est à l'os, quoi, maintenant. Et effectivement, on ne va pas se mentir, c'est très compliqué. Tout ce qu'on doit trouver comme compression de dépenses demain, c'est douloureux. Tout ce que l'on doit trouver comme piste créative sur le volet fiscal, ça l'est aussi. Les engagés ne souhaitent pas créer de nouveaux impôts, mais il y a probablement peut-être des avantages fiscaux aujourd'hui qui existent, qui sont des effets d'aubaine qu'on doit accepter de redébattre, pour lesquels on doit peut-être être moins généreux. Vous savez, les entreprises aujourd'hui, leur grand défi, au-delà du coût de la main-d'œuvre, qui reste évidemment un enjeu, du climat social, c'est aussi le coût énergétique. Et on a un coût énergétique partout en Europe et singulièrement en Belgique qui est devenu un handicap de compétitivité lourd, parfois dans certains secteurs plus lourd même que le coût du travail. Et donc on doit agir sur ces dimensions-là. Je crois que c'est vraiment essentiel. On a pris des mesures pour près d'1 milliard, notamment en normes énergétiques et en compression des axes pour pouvoir donner de la respiration aux secteurs les plus électro-intensifs. On doit aussi continuer d'aider nos PME, c'est essentiel. Mais ça ne va pas être simple. Et donc, aujourd'hui, j'entends beaucoup, et surtout depuis l'opposition, évidemment, de recettes extrêmement créatives, à se demander pourquoi elles n'ont pas été mises en œuvre jusqu'à présent. Mais il n'y a pas de rendez-vous facile. On ne résoudra rien dans cet environnement complexe par des solutions simplistes. Et quel est le cachet des engagés dans un contexte comme ça? Alors, il y a évidemment votre capacité à réformer, à faire le lien. Mais à une époque, vous étiez fort aussi en disant, par exemple, pour nous, les soins de santé, c'est quelque chose de très important. Le lien, et ça le reste. La solidarité sociale. Donc, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous dites, nous, on est là pour aussi défendre un modèle? Allez, on est d'abord là pour défendre un modèle différent que celui que nous avons connu depuis plusieurs décennies. Celui-là, il est épuisé, ça n'arrive plus. On a pu satisfaire les demandes sociales pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que la croissance était là, le gâteau augmentait chaque année, et donc on pouvait satisfaire les revendications sociales. Maintenant, il y a la croissance est atone, je ne parle même pas de ceux qui préconisent la décroissance, ce n'est pas du tout notre tasse de thé, mais comme les besoins, par contre, et aspirations de chacun n'ont pas été tempérés, chacun veut toujours plus.
avec pourtant un gâteau qui ne croît plus. Ça veut dire que la frustration augmente auprès de chacun en disant qu'il faut trouver un coupable pour expliquer pourquoi finalement je ne vis pas mieux demain qu'hier. Et donc ça devient le salaud de patron, le salaud d'homme politique, le chômeur glandeur, le réfugié. Et donc tout ça, c'est pétri de caricatures. C'est pétri de caricatures. Et donc la dignité, comme les engagés, je pense, essayent de l'incarner, c'est de pouvoir porter un discours nuancé. L'intelligence de la nuance est aujourd'hui finalement le principal acte de résistance par rapport à ces simplismes et ces extrémismes. Et ça a expliqué en bonne partie, je pense, aussi notre succès. Et ça explique pourquoi aujourd'hui, il y a toujours beaucoup de personnes qui nous font confiance. Parce que nous soutenons l'initiative, nous soutenons l'entrepreneuriat, mais nous sommes aussi attentifs aux enjeux de solidarité, sans jamais verser dans l'assistanat. Moi, je pars du principe que ça peut arriver à tout le monde, que l'on soit patron d'entreprise, que l'on soit fonctionnaire. Un accident de la vie, en tout cas. Effectivement. Ça peut être un divorce mal géré qui vous plonge dans la dépression ou dans l'alcoolisme. Ça peut être un ennui de santé qui vous tombe dessus ou sur un membre de votre famille. Ça peut être finalement l'entreprise dans laquelle vous bossez qui a été négligente sur sa gestion et qui précipite une faillite. Vous n'êtes pas toujours tout responsable de tout. Et à ce moment-là, c'est normal que la main soit tendue. Mais il faut aussi que vous vous preniez vous-même en charge. Et donc, oui à de la solidarité, non à de l'assistanat, oui à de la transition énergétique et écologique, parce qu'on ne peut pas être la tête dans le sable, on en a besoin, mais loin des dogmes des écolos qui, avec leur approche idéologique finalement, font reculer les gens plutôt que de les faire adhérer à des démarches. Et oui, du volontarisme économique sans verser non plus dans le mépris. C'est ça, une stratégie de croissance, c'est possible aujourd'hui. Enfin, évidemment, on dépend beaucoup de l'Europe, il y a un contexte européen, il y a une compétitivité qu'il faut restaurer. C'est pas seulement possible, c'est indispensable. Et là aussi, prenons un petit peu une vue hélicoptère avec un peu de recul. Notre continent aujourd'hui, il souffre de trop de dépendance à d'autres parties du monde, que ce soit sur le plan énergétique, sur le plan alimentaire, sur le plan technologique. N'en parlons même pas. Il y a trop peu d'investissements, notamment en intelligence artificielle, qui se font sur le continent européen. 4% des investissements du monde seulement se font en Europe. C'est dire. Et donc on doit se réveiller. Je ne parle même pas de la nécessité d'investir à nouveau dans notre sécurité, dans notre défense. On s'est trop longtemps reposé sur les lauriers du parapluie de protection américain. On sait aujourd'hui qu'il n'est plus nécessairement acquis. Et donc, oui, on doit faire des choix difficiles. Et l'argent qu'on doit remettre dans ces secteurs qui vont aider aussi notre dynamique économique, on a des pépites en Belgique en matière de secteur de défense, que ce soit dans le nord ou dans le sud, en matière aérospatiale également. C'est bon pour notre dynamique économique. C'est pas quelque chose d'outrageant. C'est nécessaire. Mais on doit aussi chérir notre compétitivité. Et oui, on doit aujourd'hui avoir un programme socio-économique qui va davantage favoriser notre compétitivité, parce que sinon, les entreprises vont accélérer leur mouvement de délocalisation sous la pression de la guerre tarifaire américaine, sous la pression notamment du commerce qui n'est pas très correct et fair, comme on dit en anglais, des Chinois. Et donc, on est obligé à un moment donné de regarder le monde tel qu'il est et pas uniquement tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est un peu la quadrature du cercle. Je veux dire, on veut de la croissance, mais on doit gérer un budget qui est en grande difficulté. C'est pour ça qu'il faut faire des choix, et choisir, c'est renoncer. C'est ce que mon grand-père m'a toujours dit. Et c'est vrai. Et il faut pouvoir assumer des choix. On a besoin d'une classe politique aujourd'hui qui accepte d'être peut-être impopulaire dans certaines prises de décision, mais qui peut au moins se lever le matin en disant « j'ai travaillé pour les générations futures ». Être attentif aux prochaines générations plutôt qu'aux prochaines élections. Alors je le dis peut-être parce que moi ça fait 25 ans que je fais de la politique, que je suis peut-être plus en fin de cycle qu'en début, que je n'ambitionne pas non plus de faire de la politique toute ma vie. Il y a autre chose dans la vie que de la politique, mais j'ai en tout cas envie aujourd'hui, quitte à en accepter l'augure d'une pénalité électorale, de prendre des mesures courageuses pour ne pas m'inscrire dans la lignée de tous ces gouvernements antérieurs, quelle que soit leur composition, qui par lâcheté, pour ne pas déplaire, n'ont pas pris les mesures nécessaires dont ce pays a besoin. C'est l'heure de la remontada de la Belgique après celle des engagés, c'est ça ? Je pense qu'on a le devoir collectif de ça, honnêtement. Oui. Et il n'y a aucune mesure qui est prise parce qu'on se lève le matin en se disant « mais tiens, comment est-ce que je vais me rendre impopulaire cet après-midi ?» On n'est pas maso, on préfère aussi que les gens saluent notre travail plutôt que de nous cracher dessus. Mais il faut bien à un moment donné, dans un État démocratique, qui a des équations budgétaires qui dérapent totalement, qu'il y ait une génération d'hommes et de femmes responsables qui
remettent le pays sur les rails. C'est ce que ce gouvernement Arizona fait au niveau fédéral, c'est ce que nos majorités Azur font dans les entités fédérées. Ça fait grincer des dents, on le sait, on le voit, on n'est pas sourd, on n'est pas aveugle, mais on est convaincu que c'est la recette. Vous restez bien dans ces attelages, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors évidemment, avec le partenaire MR, on a des personnalités différentes, des tonalités différentes. Parfois, j'ai moi-même le poil qui se dresse sur certaines expressions que je peux entendre dans la bouche de certains leaders MR. Que je ne trouve pas que c'est nécessaire, quand on réforme, de teinter ça parfois de mépris. Il faut faire de la pédagogie, expliquer pourquoi il est nécessaire de réformer, sans à chaque fois verser dans certains excès. Moi, je me sens pas en guerre culturelle comme d'autres. J'ai toujours été convaincu que la force du centrisme, c'est justement de rassembler tout le monde pour faire progresser chacun, plutôt que de servir uniquement les intérêts de quelques-uns, de la gauche ou de la droite. Mais il y a aujourd'hui nécessité de considérer l'agenda socio-économique comme étant prioritaire. C'est un aveu de faiblesse ou de déni de ne pas le comprendre à l'heure où l'Europe, aujourd'hui, est boxée de toutes parts. Si on se replie dans un coin du ring, on va tôt ou tard être mis KO. Au contraire, assumons de prendre quelques coups, mais allons de l'avant pour faire gagner notre économie et nos emplois. Alors, Maxime Prévost, vous avez choisi, au moment de la composition de ce gouvernement, les affaires étrangères. Alors, oui. Évidemment, le moment n'est pas anecdotique. On a une période, on va en parler, qui est particulièrement tumultueuse dans le monde. C'est un choix du cœur. C'est un choix, en tout cas, que j'ai souhaité poser au moment où, souvenez-vous, en fin de négociation, on se demandait si oui ou non les présidents de parti devaient monter dans le gouvernement. Il y en a qui l'ont fait, d'autres pas. L'idée à l'époque, c'était de se dire, finalement, que tous ceux qui ont négocié l'accord en soient les garants à l'intérieur, plutôt que, comme la période Vivaldi, subir les ukases de l'extérieur. Bon, on a vu qu'une partie seulement ont franchi le Rubicon. Moi, j'y suis allé, mais j'avais dit à Bardewever, si j'y vais, je souhaite les affaires étrangères. J'ai pas perdu un pari, c'était une volonté, parce que j'avais aussi envie d'une respiration intellectuelle. J'étais conscient du monde dans lequel nous évoluions, de sa vitesse de transformation. Je souhaitais aussi en être un acteur, porter de la crédibilité et de la nuance dans la parole de la diplomatie belge. Je pense que c'est important, surtout quand il faut défendre des principes, comme celui aussi du droit international, quand il nous faut aussi être lucide sur la nécessité d'une diplomatie économique renforcée. Dans un monde qui est plus transactionnel, on doit accepter de défendre plus largement aussi nos intérêts économiques nationaux. Je dis souvent, y compris dans le cadre de la coopération au développement, on dit toujours que les partenariats doivent être mutuellement bénéfiques. S'ils sont mutuellement bénéfiques, ça veut dire qu'il faut aussi veiller à ce qu'ils bénéficient aux intérêts de notre population, de nos intérêts nationaux. Et donc, c'est pas du tout un ministère placard. Ça, je veux vous dire que le fait d'être moi-même devenu ministre au moment où s'ouvre le nouveau mandat du président Trump, par exemple, a été de nature à faire en sorte que chaque jour est différent du précédent. Et quand vous regardez ça commence, c'est un chaos permanent. Il y a plus, vous dites on défend le droit, mais il n'y a plus vraiment de droit international. Toutes les structures sont en train de sauter, en tout cas sont malmenées. Donc, vous savez, un investisseur, il vous dira en général que pour pouvoir se confortabiliser dans ses décisions, de son board, pour pouvoir s'assurer de la soutenabilité de son business model, il a besoin de stabilité, de sécurité, de prévisibilité. Nous n'avons plus rien de tout ça aujourd'hui, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique. Il suffit, regardez, nous avons... Et bientôt peut-être militaire, en tout cas dans certaines régions, c'est déjà évidemment, le cas. Ouais. Nous avions conclu notre accord de gouvernement en janvier 25. 3 mois après, sous la pression notamment américaine, on a vu qu'on devait accélérer les investissements en défense à un rythme que nous n'avions initialement pas prévu. On a bien vu aussi que les alliés... Les droits de douane dans tous les sens. Les droits de douane sont arrivés, l'hostilité américaine sur le Groenland qui a fait comprendre à tous les Européens qu'est réellement investir plus massivement dans un pilier européen de la défense au sein de l'OTAN devenait une nécessité. On a vu la tournure aussi des conflits menés par la Russie, qui d'ailleurs impacte aussi toute une série d'autres pays européens maintenant et pas seulement l'Ukraine. J'en passe avec le détroit d'Ormuz. Et en fait, ce qui se passe là-bas, ça impacte ici. Nos modèles économiques sont à chaque fois bousculés par l'international. Nous sommes une économie ouverte. 85%, Monsieur Mouton, de notre PIB dépend de nos exportations. Donc vous imaginez bien que quand, quelque part ailleurs dans le monde, quelqu'un tousse, nous avons le rhume. Et donc c'est important de pouvoir être dans une diplomatie de l'action, pas de l'eau tiède, il n'y a plus d'espace pour ça.
une diplomatie du résultat, une diplomatie économique aussi, plus Et largement on peut le faire assumée. au niveau belge ou bien c'est au niveau Oui, parce européen que- que ça se joue de toute façon? Alors, il y a les deux dimensions. On doit agir au niveau belge pour défendre dans les relations d'État à État nos propres intérêts. Et on a beaucoup de crédibilité en Belgique, même si nous sommes un petit pays, parce que en diplomatie, on boxe au-dessus de notre catégorie. Et le mérite ne m'en revient pas. C'est surtout celui de nos diplomates qui sont extrêmement bien formés, reconnus, et qui ont depuis longtemps ouvert les portes aussi des entreprises pour leur faire réussir des projets et des business aux quatre coins du globe. C'est aussi notre fiabilité qui est reconnue, parce que la Belgique n'a jamais agi comme une girouette. Et donc aujourd'hui, dans cette période d'instabilité et d'imprévisibilité, s'appuyer sur des partenaires fiables comme les Belges, ça a une valeur aujourd'hui très forte. C'est pas pour rien que la plupart des pôles géopolitiques dans le monde veulent conclure des accords avec l'Europe, notamment en matière commerciale. Mais il est évident que si nous ne voulons pas seulement être une coalition de grenouilles à l'échelle européenne, mais réellement pouvoir agir comme un bœuf géopolitique, nous devons être beaucoup plus unis. Il faut que la parole Plus de européenne... fédéralisme européen. Il faut que la parole européenne porte, qu'elle puisse être plus vigoureuse, plus forte, sinon nous allons rester un oiseau pour le chat à l'échelle Ça veut dire quoi? Ça veut internationale. dire des géométries variables, des Ça veut dire- E3, des formules Alors plus ça, ce sont des resserrées. palliatifs. Ouais. Toutes ces formules de coalition circonstancielle, ce sont finalement des palliatifs à l'impossibilité de l'Europe de parler d'une voix unie, à 27. Et on l'a vu encore avec la Hongrie jusqu'il y a peu, qui bloquait une série de décisions. Mais à chaque fois qu'on est bloqué et qu'on ne sait pas peser, alors si vous n'êtes pas autour de la table, c'est que vous êtes généralement au menu de celle-ci. On le voit en Ukraine, ça concerne notre propre architecture de sécurité sur le continent européen, et les négociations jusqu'à présent sont menées par les États-Unis. L'Europe n'est pas à la table. On paye simplement l'addition d'un restaurant qui est choisi par d'autres, et pour le menu, on n'a pas notre mot à dire. Ça doit changer, et donc ça veut dire qu'on doit réformer les modalités de décision au sein de l'Europe, accepter d'avoir moins d'unanimité, plus de majorité qualifiée pour contourner un, deux ou trois pays qui parfois possible. bloquent. C'est possible si on le veut. Mais à nouveau, pour changer la règle de l'unanimité, il faut l'unanimité. Et donc c'est là où il faut du volontarisme politique. C'est un peu comme l'ONU aujourd'hui. Il faudra trouver le bon moment, en fait, le Évidemment. moment où tous les acteurs sont en phase. Mais d'un sursaut de conscience et de lucidité. L'ONU aujourd'hui est affaiblie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle veut être vocale sur un théâtre international, il y a un des 5 pays qui a son droit de veto qui le met. Avant, on attendait ça que de la Russie. Maintenant, la Chine s'y met aussi, et parfois même les États-Unis. Et donc, quand les principaux gendarmes du monde eux-mêmes ne respectent plus les lois, c'est compliqué après de ne pas donner aux autres pays le sentiment que tout peut être fait, y compris piétiner le droit international. Or, le droit international, vos téléspectateurs pourraient penser que c'est de la rhétorique. Il n'en est rien. Un petit pays comme le nôtre, qui n'a pas une grande armée pour se défendre, qui n'est pas une puissance militaire, qui n'est pas une puissance financière, son seul bouclier de protection contre les velléités hostiles d'autres puissances, c'est le respect du droit international. C'est un ordre basé sur des règles qui sont connues et qui sont respectées de tous. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc ça nous fragilise aussi. C'est important que l'Union européenne fasse davantage bloc et que nous puissions effectivement agir en ce sens. Est-ce qu'on peut encore avoir foi aux liens transatlantiques? Est-ce que vous vous dites qu'il y a encore une communauté d'esprit occidentale, pour le dire comme on le disait avant, qui peut se perpétuer? Oui, j'y crois, pas seulement parce que j'en ai le devoir, mais parce que il est évident qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus les mêmes alliés qu'ils ne l'étaient hier. Mais on n'efface pas d'un coup de baguette magique toutes ces décennies pendant lesquelles on a été extrêmement proches. Bien entendu, le fruit de l'histoire, on sait ce qu'on leur doit, mais sur le plan économique, nos économies sont très interpénétrées. Et donc, l'Amérique reste un allié. Plus le même qu'il ne fut, mais ça reste un allié. Ça reste aussi la principale puissance au sein de l'OTAN. Après, la deuxième plus grande armée de l'OTAN, c'est la Turquie, raison pour laquelle c'est aussi important de pouvoir entretenir de meilleures relations entre la Belgique et l'Europe et la Turquie. C'est un peu le gardien de notre flanc sud-est du continent américain. Il faut aussi s'appuyer sur l'Europe et l'OTAN pour pouvoir regarder vers le sud. L'Afrique est le continent qui va doubler sa population d'ici 2050, c'est-à-dire dans 25 ans, c'est demain. Et où croyez-vous que si la misère perdure, les flux de population vont s'orienter? Géographiquement, le continent le plus proche, c'est le nôtre. Donc on doit aussi porter attention
à l'Afrique. Aujourd'hui, quel est l'endroit dans le monde où il y a le plus d'exactions terroristes, où Daesh est le plus puissant? C'est dans le Sahel, c'est au sud du continent européen. Donc nous avons des enjeux de sécurité majeurs, des enjeux de compétitivité qui sont des défis gigantesques. Et donc oui, plus que jamais, s'impliquer sur la scène internationale, c'est le meilleur moyen de défendre aussi nos intérêts nationaux. Maxime Prévost, pour terminer, quel est le moment qui vous a marqué? Moi, j'en ai un qui a frappé les yeux. C'est évidemment quand vous êtes allé à Beyrouth et que vous étiez... parce que vous choisissez toujours des moments, j'allais dire chauds, en tout cas qui sont dans l'actualité pour avoir vos rendez-vous diplomatiques. Et là, en l'occurrence, il y a des missiles qui sont tombés à quelques centaines de mètres. C'était un des plus gros attentats, plus grandes attaques contre le Liban depuis le début de la guerre. C'est ça que vous retenez? C'est des moments où on se dit... un moment qui a secoué, qui a interpellé, qui a choqué, bien entendu, et que nous avons condamné aussitôt. Mais en fait, il y a une pluralité de moments. J'ai aussi été très choqué de voir un camp de réfugiés au Soudan comme ministre de la coopération, parce que c'est un conflit dont on parle peu, et pourtant c'est la plus grave crise humanitaire au monde. Et si on n'y prend pas garde, à nouveau, tout ça va avoir un effet de contagion jusqu'à l'Europe. Et donc on doit stabiliser, on doit investir. C'est là aussi le sens de la coopération internationale que certains décrient tant, ce qui est un paradoxe suprême d'ailleurs, parce que souvent ceux qui sont les premiers à vouloir être les plus restrictifs en matière de migration sont les premiers à vouloir flinguer les budgets destinés en coopération au développement à essayer de stabiliser ces populations dans leur territoire d'origine. Soit. Mais ce qui est important, c'est de vraiment être attentif à tous ces problèmes du monde. Quand j'ai rencontré les autorités américaines, Marco Rubio, que j'ai des discussions avec pour voir comment on pouvait régler une série de tensions et de problèmes, que ce soit en Ukraine, que ce soit en RDC, évidemment que c'est intense. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de plat au niveau du monde, et il est important que l'on puisse aussi toujours être attentif au continent africain, bien sûr, mais saisir beaucoup plus que la Belgique ne l'a fait dans le passé, les opportunités de rapprochement économique aussi avec le continent sud-américain, l'Amérique latine, trop négligée par notre diplomatie, et alors évidemment toute l'Asie, y compris l'Asie centrale, ce sont des endroits avec lesquels on doit urgemment renforcer nos partenariats. Alors, comme quoi, même dans les affaires internationales, il y a de la place pour de la nuance, pour, j'allais dire le en même temps, mais ça, c'est pas vous, le en même temps. Non. Merci beaucoup. Donc, Merci. Vous êtes l'homme de la remontada, je rappelle, c'est un livre qui raconte pas votre histoire, mais un peu quand même, hein, on raconte vos racines aussi. Ouais, l'éditeur a souhaité, pour mieux comprendre l'épopée humaine et politique du succès des engagés, aussi un peu mieux connaître mon propre parcours, l'un influençant souvent l'autre, et donc merci à lui d'avoir offert cette opportunité. Une bonne lecture agréable en tout cas. Merci Maxime Prévost. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi ce Trendstalk et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et aux conseils des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse. Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. Pour leur énergie, les entreprises ont souvent l'impression d'être livrées à elles-mêmes. Avec Equance, passez de tout gérer vous-même à un partenariat qui donne de l'énergie. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance.